Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Quelques problèmes techniques ont un peu plombé le début de cette édition. Nous repartons à zéro pour vous présenter cette édition de 13h sur la RTB. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité. Le Burkina et la Belgique remettent à l'ordre du jour la tenue de leur commission mixte de coopération. 14 ans qu'elle ne s'était plus tenue. À Ouagadougou, Belge et Burkinabé vont passer en revue les projets mis en œuvre pour soutenir les populations vulnérables. 59 000 Haïtiens vivant aux États-Unis commencent une vie d'angoisse avec la décision du président américain de supprimer le statut spécial accordé aux ressortissants de ce pays. Dans 18 mois, ils retourneront chez eux à moins d'obtenir un statut migratoire légal. Après 14 ans d'interruption, la commission mixte Burkina-Belgique renaît de ses cendres. Elle se tient depuis ce matin à Ouagadougou pour passer en revue les grands axes de la coopération entre les deux pays. Belges et Burkinabé ont aussi une occasion de définir les champs d'action prioritaires de développement en vue d'accroître la résilience des populations vulnérables. Plusieurs projets des montants de 25 milliards de francs CFA seront visités. Nongba Kouda, Zoubaviel, David Daviré. Le Royaume de Belgique et le Burkina Faso consolident leurs relations bilatérales à cette troisième commission mixte de coopération. Une coopération essentiellement axée sur des projets et programmes de développement financés par la Belgique dans les régions du centre-est et de l'est du Burkina Faso. Des domaines comme la politique de proximité, la formation, l'accès à l'eau potable et la santé de la reproduction sont pris en compte en vue d'accroître la résilience des populations et de contribuer au décollage économique des zones concernées. On trouve un endroit où, pour nous, on peut vraiment ajouter quelque chose. Il y a une valeur ajoutée, une région ou une province qui n'est pas encore dans le collimateur de beaucoup d'autres donateurs. Et nous pensons, et c'est ensemble, évidemment, avec nos partenaires burkinabés, où nous pouvons réaliser quelque chose, et c'est cette vraie valeur ajoutée. Près de 25 milliards de francs CFA seront mobilisés pour la mise en œuvre de ces projets sur une période de 5 ans. Pour la partie burkinabé, ces projets sont une contribution substantielle dans la mise en œuvre des politiques publiques de développement. Ce programme qui porte sur un montant de 39 millions d'euros va concerner 4 axes prioritaires qui sont pris en compte dans le cadre du programme national de développement économique et social du Burkina Faso. Donc nous attendons beaucoup de la signature de ce programme qui s'étale de la période 2018-2022 et qui va mettre en place un certain nombre de programmes, un certain nombre de projets qui sera bénéfique pour les populations burkinabées. Cette commission mixte entre les deux pays intervient après 14 ans d'interruption de la coopération belgo-burkinabé. Une interruption qui, selon la délégation belge, n'a entamé en rien leur volonté de soutenir le Burkina Faso dans ses efforts de développement. Une trentaine d'ONG intervient dans divers domaines de développement au Burkina Faso et les deux pays comptent consolider cette relation bilatérale. La diplomatie libyenne sort de son silence pour faire face aux accusations de vente d'hommes dans son pays. L'ambassadeur libyen au Burkina a animé hier après-midi une conférence de presse sur ces accusations. Le chargé d'affaires de Libye a avoué l'impuissance de son pays pour lutter contre l'immigration et interpelle les États d'où viennent les migrants à réagir aussi. Gérard Sommet, Nathalie Savadgo, reportage. Les autorités libyennes rejettent toute responsabilité dans l'affaire du trafic d'hommes sur leur territoire. Face à la presse, le chargé d'affaires condamne ces genres de pratiques inhumaines. Le ministère exprime son refus catégorique et condamne fermement ce genre de pratiques inhumaines, contraires à la culture et au patrimoine du peuple libyen. Il réaffirme que ce qui a été diffusé par des médias à propos de ces actes est l'objet d'une enquête menée par les services libyens compétents. Si le résultat de l'enquête confirmait la pratique, les auteurs et complices seront poursuivis et sanctionnés. Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement d'entente nationale exprime son engagement total au respect de la Charte des Nations Unies à ce sujet.
Le phénomène de trafic des hommes et de l'immigration illégale n'est pas nouveau selon les chargés d'affaires. Et selon lui, la Libye a toujours interpellé les États sur le danger du phénomène. La Libye, tout seul, ne peut pas résoudre le problème. La Libye, c'est un point de transit. On n'est pas l'objectif pour la stabilité. Et malgré la majorité des immigrés, quand ils arrivent en Libye, et on leur demande de revenir chez eux, ils ne veulent pas revenir chez eux. Et il y a certains même ambassades qu'ils refusent de faire rentrer chez ressortissants. Le chargé d'affaires lance un appel à l'Union européenne, à l'Union africaine et aux pays concernés pour une synergie d'action, seule condition pour venir à bout de l'immigration illégale. 155 migrants ivoiriens auraient gagné à Abidjan hier dans le cadre d'une opération de rapatriement menée par le gouvernement ivoirien avec l'aide de l'OIM. Ces hommes et femmes qui ont retrouvé leur pays avec soulagement n'hésitent plus à parler et à confirmer la vente de migrants subsahariens en Libye. Des migrants ivoiriens de retour des centres de rétention libyens confirment les ventes d'esclaves. Ils étaient 155 la nuit dernière à regagner Abidjan. Partis pour rejoindre l'Europe, ils ont souvent été abusés par des passeurs et bloqués par les autorités libyennes. Le gouvernement ivoirien rapatrie régulièrement des migrants en difficulté depuis 2015. Mais depuis la publication d'un reportage de la télévision américaine CNN sur des marchés aux esclaves en Libye, ces retours et les témoignages ont un tout autre impact. On voit les Africains là-bas. C'est la vérité. C'est la vérité. On vend l'homme là-bas. Même un enfant de 15 ans libyen, il est dans sa voiture, il a arme, il vient te kidnapper, ça va te vendre à 200 dinars, 100 dinars. Après encore l'autre aussi, c'est revend. Ça c'est la vérité. Pour le directeur des Ivoiriens de l'extérieur qui travaille depuis des années dans ce contexte, ces marchés aux esclaves ne sont pas une nouveauté, loin de là. Ils ont mené des campagnes de sensibilisation auprès des populations. C'est un secret de polichinelle, c'est-à-dire que beaucoup de personnes savent ce qui se passait en Libye. Dans nos campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire, nous avons régulièrement parlé de la question de l'abus des migrants et des abus dont sont victimes majoritairement les femmes. Et nous avions insisté pour que nous comprenions aussi dans nos pays qu'il est grand temps que nous ouvrions les yeux et que nous comprenions que la migration irrégulière, ce n'est pas seulement des drames de la mort, c'est d'autres drames. Après l'apparition du reportage, des manifestations ont été organisées devant les ambassades libyennes à Paris, Bamako, Conakry, etc. Le Burkina Faso a rappelé son ambassadeur en Libye. Tous les pays d'Afrique subsaharienne réagissent et attendent le résultat de l'enquête ouverte par Tripoli sur ces actes inhumains. Dans le souci de sécuriser l'utilisation des TIC et de lutter contre la cybercriminalité au Burkina, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ASERP, forme des magistrats à Tinkodogo dans le Boulgou. Les participants qui viennent de la cour d'appel de Fada se familiariseront aux modes opératoires des cybercriminels et leur matériel de forfaiture. Isaka Oudrago, Draman Guéné, reportage. La cybercriminalité, les infractions commises par le truchement des TIC sont ici présentées aux magistrats. L'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, assurant la veille technologique au Burkina, veut par cette formation expliquer la législation spécifique au TIC aux hommes de droit. Durant 3 jours, ces magistrats du ressort territorial de la cour d'appel de Fada vont maîtriser les instruments leur permettant de réprimer la cybercriminalité dans toutes ses formes. Un aperçu des technologies de l'information et de la communication va être présenté aux magistrats afin de leur permettre donc de prendre connaissance des spécificités. Donc bon, l'évolution technologique, les pratiques, ainsi de suite. Ensuite, le deuxième jour, l'écosystème donc des communications va être présenté. Comment est-ce que tout ceci sont régis, gouvernés, organisés? Et le troisième jour, donc, bon, quelles sont les spécificités, donc les pratiques donc, au niveau donc, du Burkina? C'est donc une formation à 3 volets qui va au-delà de simples explications de texte. Le matériel utilisé par les criminels, leurs modes opératoires actualisés seront présentés. Il y a une vingtaine d'années, on ne parlait pas de cybercriminalité, mais aujourd'hui on parle de cybercriminalité. Donc c'est l'évolution de la société, l'évolution de du modernisme qui a amené ces nouveaux fléaux-là. Donc
il faut continuellement se remettre en cause. Pour la sécurité de l'utilisation des TIC au Burkina, l'ARCEP mise sur la répression. De la répression qui sera mieux menée avec cette série de formations des magistrats, débutée à Bobo-Dioulasso, puis ici à Tinkodogo, pour finir à Ouagadougou les jours à venir. L'indemnisation des populations affectées par la construction du barrage de Samandéni suscite toujours la polémique. Des bénéficiaires mécontents de leur indemnisation ont manifesté mercredi dernier. C'était au cours d'une conférence de presse qui a servi de cadre pour dénoncer la manière dont se déroule le système d'indemnisation. Un système jugé politisé, contrairement aux textes et règlements en vigueur. Drissa Traoré à Addis Ndamba à Bobo-Dioulasso. C'est un point de presse à la lieu d'une assemblée générale. Nous sommes sur la place publique du site d'accueil de Sungalo-Daga 3. Ici, c'est une population remontée qui est sortie pour exprimer son ras-le-bol contre le système d'indemnisation des ménages affectés par la construction du barrage de Samandéni. À leur côté et comme porte-voix, la maison des associations et mouvements pour le développement des hauts-bassins. Face donc aux journalistes, les conférenciers du jour ne sont pas passés par 4 chemins pour dénoncer ce qu'ils appellent la politisation du cadre de concertation. Nous avons constaté avec impuissance et consternation la transformation de ce cadre de concertation en un parti politique, compte tenu du positionnement de tous les membres du bureau de cette association sur les listes de candidature aux municipales de 2016. À cet effet, ces populations disent regretter déjà l'ancienne équipe dirigeante du P10. Et pour une sortie de crise dans les meilleurs délais, Khalifa Diop Milogo et ses camarades invitent les plus hautes autorités de ce pays à prendre leurs responsabilités. Nous recommandons la nomination d'un nouveau ministre de l'eau et de l'assainissement, la nomination d'un nouveau coordinateur du P10, la mise en place d'une commission ad hoc d'appurement des l'étude, la compensation des populations affectées par la construction du barrage de Samandéni à un montant de 15 millions de francs CFA par ménage. L'attribution des parcelles sur les sites d'accueil à tous les jeunes de 18 ans. L'attribution des parcelles d'exploitation dans les périmètres aménagés. Sont présents à cette conférence de presse les représentants des populations issues de 9 villages affectés par la construction du barrage de Samandéni. Difficile d'accès à l'eau potable, au bois de chauffe, insuffisance de terres cultivables, ces images à elles seules suffisent pour traduire le calvaire de ses habitants sur les différents sites d'accueil. Une coalition d'OSC burkinabé et l'OCADES, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, se sont retrouvés à Bobo-Dioulasso dans un atelier de plaidoyer auprès des acteurs œuvrant dans la formation en énergie renouvelable. Le but, la démarche est de promouvoir ces énergies renouvelables pour un meilleur accès des ménages à ces énergies. Martin Zerbo, Rachid Savadogo. Des organisations de la société civile burkinabé et l'OCADES, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, met dans la main pour faire la promotion de l'énergie renouvelable au Burkina Faso. Soutenu par le ministère néerlandais des Affaires étrangères à travers le projet Voix pour le changement, cette coalition s'engage ici à Bobo-Dioulasso à faire le plaidoyer pour l'amélioration de l'accès des populations aux services de qualité en énergie renouvelable. Nous sommes dans des contextes où la problématique environnementale est d'actualité, ce qui fait que la question des énergies renouvelables est aussi d'actualité. Nous sommes engagés à apporter un changement qualitatif en matière d'accès à l'énergie renouvelable. Pour atteindre ces objectifs, l'OCADES et ses partenaires comptent travailler avec les acteurs du monde éducatif pour l'intégration des filières techniques aux énergies renouvelables dans les établissements d'enseignement technique. Nous avions mené un certain nombre d'études qui ont ressorti la faiblesse de l'offre de formation en énergie renouvelable, surtout sur le marché local. Si vous allez par exemple dans les communes et les provinces, pour trouver quelqu'un qui a un niveau CAP, CQP et qui connaît bien les technologies solaires ou d'énergie renouvelable, vous n'en trouverez pas dans les zones rurales. Et donc, pour que l'objectif du plaidoyer soit atteint,
nous avons voulu susciter l'intérêt pour la création des filières de formation en énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont des énergies dites propres, dépourvues d'émissions polluantes, fournies généralement par le soleil, le vent et les chutes d'eau. Autre plaidoyer, celui fait en faveur de la sécurité routière à travers la célébration de la journée nationale chaque 15 novembre. Cette année, la commémoration de la journée nationale de la sécurité routière a eu lieu à Gawa, dans le sud-ouest. Elle a été présidée par le ministre des Transports et a été marquée par de nombreuses activités. Justin Karambiri, Jacques Ouedraogo, à Gawa. En mémoire des 65 victimes de l'accident de la circulation de 2008 sur la route de Boromo, la journée nationale de la sécurité routière a été commémorée à Gawa, la capitale de la région du sud-ouest. Sensibiliser la population afin de venir à bout des accidents routiers, c'est l'objectif poursuivi par l'Office national de sécurité routière, l'ONASER, à travers l'organisation de cette journée. Pour relever ces défis, l'apport de la jeunesse est un impératif. Et c'est le lycée professionnel régional Thomas Sommet qui est à l'honneur. S'appuyer sur les élèves, c'est pérenniser l'action parce qu'on va s'aimer des graines qui pourront consolider tout ce qu'on a pu engranger comme acquis dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. J'essaierai de sensibiliser mes frères et sœurs qui n'ont pas eu la chance de participer à la sensibilisation, ce qu'il faut faire sur la route, ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut éviter sur la route, c'est surtout l'excès de vitesse. Pour ce faire, une séance de flassage a été initiée par l'ONASER afin de sensibiliser les usagers sur l'importance de la limitation de la vitesse. Nous avons remarqué que la plupart des usagers sont en excès de vitesse. Voilà, mais on essaie de la sensibiliser, mais à la fin, ils sont tous satisfaits. Vraiment, c'est vrai. J'étais en vitesse. Ce qu'ils font là, c'est très bien. Et pour ma dernière fois, je ne vais plus répéter. Projection des films, remise de prix aux lauréats des jeux radiophoniques ont mis fin à cette journée nationale de sécurité routière à Gawa. Donald Trump continue de faire du passé table rase. Le président américain a supprimé hier le statut spécial accordé aux Haïtiens sur le territoire américain. Un statut qui permettait à ces hommes et femmes de rester aux États-Unis après l'expiration de leur visa. Avec la décision du président américain, il ne reste plus que 18 mois à ces Haïtiens pour regagner leur pays, à moins que la donne change. Dans 18 mois, les États-Unis mettront fin au statut spécial des Haïtiens sur leur territoire, autrement dit, les renverront chez eux. Juste après le tremblement de terre meurtrier de 2010 qui avait ravagé une grande partie de l'île, Washington avait accordé une protection temporaire à près de 59 000 Haïtiens. Un statut qui leur permet de rester sur le sol américain après expiration de leur visa et de travailler légalement. 1 million d'Haïtiens avaient dû quitter leur foyer après le séisme. Aujourd'hui, ce nombre aurait diminué de 97%, se justifient les autorités américaines. Dans la perspective de cette suppression de statut spécial pressentie depuis plusieurs mois, des milliers d'Haïtiens ont franchi la frontière canadienne pour demander l'asile. Les journaux de ce mardi n'en finissent pas de commenter l'affaire des migrants vendus en Libye. La situation politique au Zimbabwe est également scrutée par les confrères. Revue de presse, Touboum et Evelyne Dabiré. Les parutions de ce jour reviennent sur la vente des migrants en Libye. Une pratique qui est, selon le quotidien, l'expression de la faillite de nos dirigeants. Et pour preuve, ce journal explique que la maltraitance et la vente des esclaves étaient bien connues des dirigeants. Une preuve poursuit aujourd'hui au Faso. En avril dernier, un rapport de l'OIM avait fait cas de marché aux esclaves dans le sud Libye. Mais que nenni, rien n'a été fait depuis lors, pas même une pseudo-déclaration de condamnation, condamne le quotidien, qui estime que la situation s'est certainement amplifiée avec le mutisme de nos chefs d'État. Si de nos jours les réactions vont bon train contre cette pratique selon Sidoya, le quotidien soutient qu'il faut enfin agir pour mettre fin à cette pratique d'un autre âge. Dommage qu'on en reparle 169 ans après, déplore l'observateur Palga. Autre sujet d'intérêt, la crise politique au Zimbabwe. Mugabe avait jusqu'à hier midi pour rendre sa démission. Mais le vieux a royalement ignoré cet ultimatum, explique le pays. Sacré Mugabe écrit aujourd'hui au Faso. Il a réussi à lire sa déclaration en direct à la télévision en sautant la page où sont inscrits les mots entérinant sa démission aux yeux et à la barbe des galonnés de l'armée assis derrière lui. Il faut un Mugabe pour le faire.
Le camarade Mugabe a même annoncé qu'il présiderait en décembre prochain le congrès de son parti, dont il n'est pourtant plus le premier responsable, poursuit l'observateur Palga. Et puisqu'il feint de ne pas voir le doigt qui lui indique la porte, alors les Zimbabwéens auront-ils d'autre choix que de le défenestrer, s'interroge l'observateur Palga. On s'achemine en tout cas vers cette solution, selon ce journal. Mais que sera l'après Mugabe? Question des journaux. Il n'y a pas 36 000 scénarios de l'après Mugabe, affirme aujourd'hui Ofaso, qui explique. C'est soit l'armée, soit Nangawa. Mais ce serait le plus grand tort fait aux Zimbabwéens qui verront le système se perpétuer avec le remplacement de la peste par le choléra. Voilà, une nouvelle fois, toutes nos excuses pour les problèmes techniques qui ont émaillé ce journal. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous. Prends soin de sa santé corporelle.